Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nathalie Wolf, comment ça va? Ça va très bien. C'est le bonheur, non? C'est le bonheur. Parce que le bonheur, vous savez où il est? Il est au fond du couloir à gauche, avec notre invité JMR. Bonjour. Alors, je précise, JMR, c'est E2RE, hein, c'est voilà. Mais on appelle ça, on dit JMR, hein, c'est bien ça? Oui, JMR, c'est Jean-Marcel R. Jean-Marcel, voilà, mais c'est votre nom d'écrivain. Donc on va parler de ce livre formidable qui nous a fait énormément rire, Nathalie et moi. Je veux dire deux mots sur vous d'abord. Vous êtes prof de français. Oui. Vous collaborez aussi au magazine Fluide Glacial et vous aussi avec l'équipe des auteurs de Groland. Vous avez publié votre premier roman en 2006, c'était déjà chez Buchet-Chastel, éditeur auquel vous êtes fidèle, qui s'appelait « Prenez soin du chien ». C'était une enquête assez déjantée qui mettait aux prises des locataires de deux immeubles jumeaux qui se font face. Puis il y a eu d'autres romans comme Made in China qui raconte les aventures d'un Chinois noir à la recherche de ses origines. La fin du monde, du retard, un roman construit sous la forme d'une course-poursuite. Et puis qui a tué l'homme Omar, qui vous avez lu en 2019 le prix Paris Polar. Il faut dire que voilà, vous amusez à changer de genre, mais il y a toujours, ce qu'on retrouve toujours dans vos livres, c'est toujours un humour corrosif, un peu décalé et une vision de la société. Et c'est ce qui se passe dans ce nouveau roman, Nathalie. Le bonheur est au fond du couloir à gauche. Oui, le bonheur est au fond du couloir à gauche. Alors le pitch, Michel H. est un héros dépressif. Alors il faut dire qu'il est né le premier jour du génocide rwandais. Il a prononcé son premier mot le jour de la mort de François Mitterrand. Et le premier mot, c'était Prozac. Le 11 septembre 2001, il a son premier chagrin d'amour. Et donc, ça continue puisqu'il vient d'être quitté par sa compagne Bérénice. Et alors Michel décide de se révolter contre son destin et il va se donner pour cela 12 heures. 12 heures pour faire revenir sa dulcinée et retrouver le bonheur. Donc un sacré programme. Alors est-ce que justement, JMR, parce que votre héros est paumé et malheureux et que votre livre est très drôle, vous êtes de ceux qui pensaient que le malheur est une source d'inspiration infinie pour l'humour? Ah oui, l'humour se nourrit essentiellement du malheur des autres et puis surtout de son propre malheur. C'est-à-dire que l'humour est à la fois une façon de se sauver du malheur, de passer du baume sur le malheur. Oui, donc malheur et humour sont indissociables. Alors, c'est vrai que ce Michel H, il va essayer, donc, comme le disait Nathalie, de retrouver et sa Bérénice partie et le bonheur. Alors, il essaye plein de trucs. Hein. Il y a le Nutella, il y a le tri des déchets, il y a les forums d'échange sur l'amour. Il pense même au suicide. Mais il trouve la seule chose qu'a laissé Bérénice dans cet appartement, ce sont les livres de développement personnel. Alors, entre les livres de développement personnel et puis quelques médicaments, il se dit qu'il va trouver le bonheur. Il y a parmi ces livres, il y en a un qui s'appelle « Le bonheur à monter soi-même », qui est l'œuvre d'un philosophe suédois et qui est en vente chez Ikea. Et ça, c'est vrai que c'est d'abord très drôle, mais c'est vrai que on est en plein dans notre société, quoi, où on a l'impression que le bonheur, c'est un kit qu'on pourrait monter, hein. C'est ça. C'est actuellement en librairie, les livres de développement personnel ou les romans feel-good ont un succès absolument phénoménal. C'est ce qui m'a intéressé pour écrire cette histoire. Hein. Comment se fait-il que dans nos sociétés où nous avons atteint un niveau de confort matériel absolument extraordinaire, comment se fait-il que les gens se disent aussi malheureux et recourent comme ça à des recettes du bonheur? Donc j'avais envie, comme dans l'humour, on est toujours dans l'amplification, de choisir un personnage qui allait les passer une à une, ces recettes du bonheur, pour essayer de voir ce que ça pouvait donner dans sa vie. Voilà. Donc c'est cette idée qu'on peut fabriquer le bonheur qui m'intéresse beaucoup. Vous avez jamais eu l'envie comme ça d'écrire, parce qu'on voit bien ce que vous pourriez faire une parodie de livres de développement personnel? Alors non, on peut écrire effectivement des parodies de mais on pourrait le faire, oui. Oui, on pourrait le faire, oui. Je ne suis pas sûr que sur la durée, ça soit très agréable à lire, en fait. Oui, c'est vrai qu'on le prendra au sérieux après. Tout un livre, alors qu'à l'intérieur du roman, vous pouvez justement passer en revue et donner des extraits. Et je pense que c'est les extraits qui vont être intéressants, de différents ranger son appartement, comme le propose cette best-seller japonaise qui
qui proposent, oui, d'atteindre le bonheur par le rangement, d'autres atteindre le bonheur de régime alimentaire, d'autres en faisant du sport, voilà. Et alors, je travaille plus sur des extraits comme ça, qui forment des sortes de petites scénettes, de petits sketchs qui mettent en scène le héros à la recherche du bonheur. Oui, et justement, alors, ces livres, d'ailleurs, sont vraiment à l'image de notre société. Au fond, on recherche du prix à consommer, du prix à penser même. On a l'impression de vivre dans une société où on doit être coaché pour tout, comme si nous ne savions plus tellement, au fond, affronter nos doutes, nos contradictions, nos échecs. Oui, c'est d'ailleurs le gros problème et la grosse culpabilité du personnage de Michel H. C'est-à-dire qu'il a bien conscience d'être dans une situation où il devrait être heureux, puisqu'il est dans un pays où on est en sécurité, où il mange à sa faim, où il est chauffé, nourri sans aucune difficulté. Son pays est même le rêve de centaines de milliers de personnes dans le monde qui vivent dans des conditions épouvantables et qui voient comme un Eldorado notre continent. Et pourtant, lui, il se sent malheureux. Donc il y a cette culpabilité qui fait qu'il a du mal à assumer son malheur. Et pour commencer ce roman, en fait, je suis parti d'une statistique qui montrait que dans l'échelle du bonheur, puisqu'il y a un organisme qui étudie l'échelle du bonheur en classant les pays du monde entier, eh bien, nous étions en France très très mal placés. Et qu'on arrivait très très loin après des pays qui vivaient dans des situations de guerre, de conflits épouvantables, dans des dictatures. Alors pourquoi sommes-nous si malheureux ? Et c'est ce que se demande mon personnage. C'est vrai que les Afghans, dans ces classements, sont plus heureux que nous, hein, par exemple. Les Mexicains qui connaissent des situations très difficiles, tous les pays d'Amérique du Sud sont mieux classés que nous, par exemple, alors que, selon nos critères, ils vivent des situations plus compliquées. Et d'ailleurs, on est le pays qui prend, je crois, le plus d'antidépresseurs aussi. Enfin, c'est vrai. Un taux de tentative de suicide aussi très élevé, un recours aux psychiatre ou psychologue très élevé aussi. Voilà, donc le personnage se retrouve avec cette situation et ce conflit intérieur qu'il essaie de résoudre. Oui, alors, et il y a aussi deux personnages réels qui apparaissent dans votre roman. Le premier, c'est Michel Houellebecq, dont votre héros qui a les mêmes initiales. Et oui, Michel H. Voilà. Je pense que c'est un auteur comique. C'est pas un hasard, oui. Et il y a aussi Emmanuel Macron. Alors là, les discours d'Emmanuel Macron le mettent carrément en transe. C'est aussi l'effet que ça vous fait ? Ah, exactement, bien sûr. Je parle de moi à travers ce roman, bien sûr, vous l'avez compris. Mais c'est que le personnage, oui, a une passion absolue pour Emmanuel Macron et les promesses d'un monde meilleur. Et quand il va mal, il a recours à des vidéos de campagnes électorales, de discours électoraux où on nous promet du bonheur, on nous promet une félicité, où contre un vote, on va avoir un personnage providentiel. Donc, Michel H. a besoin de croire au personnage providentiel. Alors Emmanuel Macron, évidemment, pour lui, c'est le sommet de la promesse. Alors, il faut dire que j'ai écrit ce roman au tout début, après la campagne électorale. Il faut dire que les choses se sont déjà dégradées depuis et qu'on a du mal à imaginer Emmanuel Macron incarner le bonheur de la société actuelle. C'est vrai. Et alors, ce Michel H., évidemment, vous dites d'ailleurs, il a toujours été un enfant triste, un adolescent cafardeux avant de devenir un adulte neurasthénique. Et c'est un peu un raté, en tout cas, c'est ce qu'on appelle un anti-héros. Est-ce que, justement, par la figure de l'anti-héros que vous aimez, quand même, souvent dans vos romans, on voit mieux, on arrive mieux à cerner ce qu'est notre société, justement, par des gens qui la détournent un peu des injonctions qu'on voudrait nous donner? Oui, on est une société qui nous condamne à être des anti-héros, dans la mesure où, comme je disais, le confort matériel que nous connaissons nous préserve de la majorité des difficultés. Nous sommes effectivement, il faut bien avoir conscience, très assistés au quotidien dans tout ce que nous faisons, guidés, aidés. Toute difficulté peut trouver une solution par l'ordre social, par l'État auquel on a recours en permanence. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une situation propice aux héros. Il est évident qu'une situation de crise, une situation de difficulté donne beaucoup plus de chance à des héros d'exister. C'est peut-être ce qui manque à Michel H. Il n'a pas de combat à mener, il n'a pas d'héroïsme à exprimer. Et cette absence de perspective, ce bonheur qui lui est dès la naissance promis, l'empêche d'exister au fond.
Est-ce que, justement, parce qu'on parlait de ces livres de développement personnel, il y a un peu cette injonction à être heureux, ce qu'on appelait la tyrannie du bonheur, ça vous effraie un peu, non ? Ça nous effraie, je pense, tous, d'ailleurs, un peu. Disons qu'en tout cas, ça nous met une responsabilité sur les épaules que les générations précédentes n'avaient pas. Nous sommes des générations où, par exemple, on a tous la possibilité de faire des études, donc de façon facile, accessible, gratuite. Ceux qui sont donc en échec vont porter cette responsabilité. Ce seront eux qui seront la cause de leur propre échec. Quand on dit maintenant aux enfants, tu peux faire ce que tu veux, tu es libre de choisir ce que tu veux, de faire les études que tu veux, la carrière que tu veux, plus rien n'est imposé à ce niveau-là. Si je suis un échec, c'est ma faute. Et donc cette idée que la faute va être individuelle pose énormément de problèmes à Michel Houellebecq. À partir du moment où on peut rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile de vivre avec ça, de dire « Ah, si j'avais pu, j'aurais réussi ». Alors que là, on peut, tout est ouvert, donc si on échoue, c'est notre faute. Ah oui, et alors on l'a dit, dans tous vos romans, il y a cet humour et ce goût de l'absurde. D'ailleurs, au début de votre livre, vous faites référence à Camus. L'étranger, c'est le livre de chevet de Michel et Bérénice, enfin de chevet. Le livre de chevet, il faut dire ce que ça veut dire. Hein. Qui sert à caler le meuble. Bon, on le sait, Camus a beaucoup travaillé sur la question du bonheur. Il a d'ailleurs revisité le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est celui qui pousse son rocher au sommet d'une montagne. Indéfiniment, puisque ce rocher retombe à chaque fois. Et en analysant le mythe de Sisyphe, eh bien, la solution de Camus consiste à voir l'absurde, c'est-à-dire à intégrer au fond cette idée selon laquelle il y a une absence totale d'espoir et une insatisfaction consciente. Alors est-ce que comme Camus, vous voyez, vous aussi, dans ce duo qui vous accompagne, le rire et l'absurde, est-ce que vous voyez un art de vivre, un pied de nez au désespoir ? Oui, c'est ça, Camus, effectivement, fait le constat de l'absurde. Comment réagir par rapport à ça ? Lui, il voit deux solutions, soit le suicide, soit la révolte. Je pense que l'humour peut être la troisième voie, effectivement, dans une société où il est difficile de se révolter. Alors, quoique, on voit justement que dans notre société où on est dans un confort, une stabilité très importante, les révoltes augmentent de plus en plus. Donc, il doit y avoir là quelque chose qui est lié à ce constat de l'absurde de nos vies. Et sinon, l'humour est une révolte aussi à sa façon. Alors, elle peut être violente aussi, mais elle est souvent plus en douceur. J'imagine que dans mes romans, c'est plus en douceur que dans beaucoup d'autres. C'est en douceur voilà. C'est à la fois on rit beaucoup, on réfléchit aussi à notre société, à notre condition. Ça s'appelle donc Le bonheur est au fond du couloir à gauche. J'espère que vos élèves le lisent. Et donc c'est de JMR et c'est chez Bucher-Chastel. Merci infiniment. Merci beaucoup.